Eyao Eyaha, nous invoquons solennellement les puissants et anciens esprits de la nuit. Des archéologues étudiant l'un des anciens piliers de pierre de Göbekli Tepe ont peut-être découvert quelque chose d'inattendu. De nouveaux marquages gravés dans la pierre ne ressemblent pas aux figures animales ou symboles habituels trouvés sur le site. D'après les analyses approfondies menées par les chercheurs analysant cette découverte, les motifs semblent extrêmement structurés, comme s'ils représentaient un véritable système organisé plutôt qu'une simple décoration. Et c'est précisément pour cette raison que cette découverte suscite aujourd'hui un tel engouement au sein de la communauté scientifique, car Göbekli Tepe était déjà considéré comme l'un des sites archéologiques les plus mystérieux au monde bien avant cette découverte. Le site, situé dans l'actuelle Turquie, est actuellement daté par les experts à une période remontant à plus de 11 000 ans. Cela le rend plus vieux de plusieurs millénaires que Stonehenge et environ 7 000 ans plus vieux que les pyramides d'Égypte. À l'époque de sa construction, on pensait que les humains étaient encore principalement des chasseurs-cueilleurs. Ils n'étaient pas censés construire des monuments de pierre massifs. Pourtant, le site contient d'énormes piliers en T pesant jusqu'à 20 tonnes, disposés en structures circulaires planifiées. Beaucoup de pierres sont couvertes de gravures détaillées d'animaux, de symboles et de motifs abstraits. Même aujourd'hui, déplacer des blocs aussi grands sans machine moderne serait extrêmement difficile. Et maintenant, les marquages nouvellement analysés rendent le site encore plus difficile à expliquer. Les chercheurs disent que ces motifs semblent plus délibérés et géométriques que les gravures précédentes de Göbekli Tepe. Certaines sections contiennent des formes linéaires répétées et des séquences organisées qui tranchent avec l'imagerie animale habituelle. L'emplacement est également inhabituel. Les marquages semblent gravés dans une zone spécifique de la pierre plutôt que d'être répartis au hasard. Les résultats de l'analyse approfondie suggèrent qu'ils ont pu être positionnés pour être vus sous un angle très précis ou des conditions d'éclairage bien spécifiques. Cette observation particulière vient alimenter les spéculations sur un but cérémoniel, astronomique ou informatif de ces symboles. Par ailleurs, un grand nombre d'archéologues estiment aujourd'hui que ces marques pourraient constituer un système de communication symbolique complexe, lié à des rituels ancestraux ou au suivi rigoureux des saisons. D'autres pensent qu'elles pourraient être liées à l'observation du ciel nocturne. Et c'est là que le mystère s'épaissit. Göbekli Tepe contient déjà des éléments qui, selon certains chercheurs, prouvent une planification et un alignement avancés. Certains de ces cercles de pierre paraissent avoir été disposés avec une extrême précision. Et des recherches suggèrent que des parties du site correspondent à des événements célestes, survenus il y a des millénaires. Ces théories font débat, mais ces nouveaux marquages renforcent l'idée que les bâtisseurs avaient une compréhension du symbolisme et de l'organisation bien plus complexe qu'on ne le croyait. Ce qui rend cela particulièrement étrange, c'est que Göbekli Tepe ne ressemble pas à un campement ordinaire. Les archéologues ont trouvé très peu de preuves d'habitation permanente, d'agriculture à grande échelle ou de vie quotidienne banale datant de la première période de construction. Au lieu de cela, le site semble avoir servi principalement de centre cérémoniel ou rituel. Cela pose un sérieux problème historique. Bâtir des structures de cette taille aurait nécessité une coordination entre de grands groupes, le transport de blocs de pierre de plusieurs tonnes, une main-d'œuvre organisée et une planification à long terme. Selon les anciens modèles de l'histoire humaine, les sociétés de cette époque n'étaient pas censées fonctionner avec un tel niveau de complexité. En d'autres termes, Göbekli Tepe suggère que les civilisations organisées ont commencé à se développer plus tôt que ce que les scientifiques pensaient autrefois. Certains chercheurs pensent désormais que des sites comme celui-ci ont pu favoriser la transition vers l'agriculture et la sédentarisation, plutôt que d'apparaître après l'établissement des civilisations. Les nouveaux marquages pourraient devenir un élément clé de ce débat. Il existe aussi des théories plus spéculatives. Certains internautes affirment que les symboles ressemblent à des systèmes codés ou à des connaissances oubliées d'une civilisation disparue. D'autres suggèrent que les gravures pourraient conserver des informations sur des événements astronomiques ou des catastrophes environnementales observées par les anciens humains.
Les scientifiques restent prudents face à ces interprétations. Pour l'instant, il n'y a aucune preuve de technologie extraterrestre ou de machines avancées liées au site. La plupart des archéologues pensent que les gravures ont été créées par des sociétés humaines utilisant des traditions symboliques que nous ne comprenons pas encore totalement. Mais même les explications les plus prudentes soulèvent des questions difficiles. Comment des humains, il y a plus de 11 000 ans, ont-ils pu organiser des projets d'une telle ampleur? Pourquoi ces massifs cercles de pierre ont-ils été plus tard enterrés intentionnellement sous des tonnes de terre et de débris? Et pourquoi les nouvelles fouilles continuent-elles de révéler des détails qui semblent plus sophistiqués que prévu? Cet enterrement intentionnel reste l'un des aspects les plus étranges de tout le site. À un moment donné, les anciens ont délibérément recouvert de larges sections de Göbekli Tepe, préservant ainsi de nombreuses structures pendant des millénaires. Cela ne semble pas avoir été un effondrement naturel. Quelqu'un l'a enterré exprès. Aujourd'hui, seule une petite partie de Göbekli Tepe a été réellement fouillée. La majeure partie du site reste sous terre, ce qui signifie que les archéologues n'ont peut-être découvert qu'une fraction de ce qui y est caché. C'est pourquoi de telles découvertes suscitent autant d'attention. Car chaque fois que les chercheurs découvrent une nouvelle partie de Göbekli Tepe, le site s'insère plus difficilement dans la chronologie classique des débuts de la civilisation humaine. Ces nouveaux marquages ne vont peut-être pas réécrire l'histoire. Mais ils nous rappellent que les humains de cette époque étaient certainement beaucoup plus capables, organisés et mystérieux que ce que nous avions pu imaginer jusqu'à présent. Nul homme ne retrouvera jamais mon tombeau. C'est, selon la légende, ce qu'aurait un jour déclaré Cléopâtre. Il ne s'agissait pas réellement d'une question de sexe. Elle ne souhaitait simplement pas qu'une âme vivante vienne troubler son repos. Et je pense qu'elle signifiait par là qu'aucun être humain ne parviendrait jamais à localiser sa tombe. Pourtant, contre toute attente, c'est bien une femme qui s'est approchée plus que quiconque de cet objectif tant convoité. Faites la connaissance de Kathleen Martinez-Berry, une avocate pénaliste dominicaine devenue archéologue. Sa fascination pour Cléopâtre fut telle qu'elle décida de tout quitter pour partir en Égypte, sans le moindre appui officiel ni même l'aval des autorités. Son seul moteur, une détermination inébranlable à retrouver la dernière demeure de la reine. On pourrait dire que Kathleen a toujours eu une longueur d'avance. Élève précoce, elle sauta plusieurs classes, maîtrisa le piano, les échecs, la natation et les arts martiaux, et grandit dans un environnement où les plus brillants esprits venaient débattre sous son toit. Diplômée en droit à 19 ans, elle nourrissait depuis longtemps une passion pour l'archéologie, bien qu'elle n'ait jamais mis les pieds en Égypte, ni participé à une seule fouille. Son obsession pour Cléopâtre remontait à un échange animé avec son père en 1990. Ce jour-là, elle pénétra dans la bibliothèque familiale en quête d'un exemplaire d'Antoine et Cléopâtre de Shakespeare. Son père, Fausto Martinez, professeur et expert en droit, qualifia alors la reine d'Égypte de simple séductrice. Kathleen ne pouvait s'y résoudre. Elle riposta avec ferveur, soutenant que l'histoire avait profondément dénaturé l'image de Cléopâtre. Selon elle, les Romains s'étaient appliqués à détruire sa réputation, et pendant des siècles, on s'était contenté d'adhérer à leurs récits. La discussion s'éternisa des heures durant, jusqu'à ce que son père concède qu'il avait peut-être jugé la souveraine trop hâtivement. Cette conversation marqua un tournant décisif. Dès lors, Kathleen se plongea dans l'étude des textes antiques, accordant une attention particulière aux récits de Plutarque sur Cléopâtre et Marc-Antoine. Plus elle approfondissait ses recherches, plus elle se persuadait que la reine d'Égypte n'était pas qu'une souveraine éprise d'un tyran au destin tragique, mais une stratège de génie, engagée dans une lutte politique visant pour préserver l'indépendance de son royaume. Et plus elle lisait, plus une question s'imposait à elle. Et si l'on avait toujours cherché le tombeau de Cléopâtre au mauvais endroit, cette idée ne la quitta plus. Alors qu'elle veillait sur son deuxième enfant, elle obtint une maîtrise en archéologie, une capacité à jongler avec les responsabilités qui témoignent de sa détermination. Cette quête raviva l'obsession qui allait désormais guider sa vie, percer le mystère du tombeau de Cléopâtre. Si la majorité des spécialistes estiment que la reine repose sous l'Alexandrie moderne, en compagnie de 13 autres souverains ptolémaïques, Martinez défend une hypothèse radicalement différente. Elle est convaincue que Cléopâtre a été inhumée à Taposiris Magna, un temple ancien dédié à Osiris, dieu de l'au-delà. Mais pour confirmer cette intuition, il lui fallait encore mettre la main sur un cartouche remontant à sa fondation. Ces plaques,
de la taille d'un smartphone, étaient enfouies sous les structures sacrées et comportaient souvent des inscriptions relatant la date et la raison de la construction du temple. Si elle parvenait à découvrir une plaque attestant que l'édifice était voué à Isis, divinité tutélaire de Cléopâtre, elle disposerait enfin d'une preuve tangible qu'elle fouillait au bon endroit. Rien ne pouvait la détourner de son objectif. Martinez et son équipe fouillèrent l'ensemble du site, creusant plus profondément que quiconque avant eux. Ils découvrirent des pièces de monnaie frappées à l'effigie et au nom de Cléopâtre, qui établissaient un lien direct entre la souveraine et ce lieu. Puis, ils mirent au jour un élément encore plus fascinant. Un tunnel souterrain qui acheminait autrefois l'eau depuis le temple jusqu'à la Méditerranée. Si une partie de l'édifice s'était effondrée dans les flots, la tombe de Cléopâtre pouvait-il s'y trouver lui aussi? Pour poursuivre ses recherches sous-marines, Martinez devait convaincre les autorités égyptiennes de lui accorder leur soutien. Contre toute attente, elle parvint à exhumer le cartouche de fondation tant convoité. Il révélait qu'un pharaon avait dédié une vaste région de Nubie à la déesse Isis. C'était la confirmation tant attendue. L'inscription prouvait que le temple était bien consacré à Isis, confirmant que la théorie de Martinez n'était pas sans fondement. Si un temple se dressait encore sur la terre ferme, elle en déduisait qu'un second, peut-être même le tombeau de Cléopâtre, s'était effondré dans la mer. Pour étayer cette hypothèse, elle avait besoin d'experts en archéologie sous-marine. Elle contacta donc Robert Ballard, célèbre pour avoir découvert l'épave du Titanic. Avec l'aval de l'Égypte, son équipe se mit à sonder les eaux au large d'Alexandrie. Ce qu'ils mirent au jour dépassait leurs espérances. Sous l'eau, ils découvrirent d'imposantes structures de pierre, dont certaines atteignaient 2 à 3 mètres de haut, à l'endroit même où la côte se trouvait des millénaires auparavant. Parmi elles, figuraient aussi des blocs de basalte, le même matériau que celui des statues du premier temple. Une conclusion s'imposait. Ces pierres n'étaient pas de simples débris. Il s'agissait des vestiges d'une cité engloutie, ensevelie sous les flots depuis des siècles. Désormais, il ne reste plus qu'à attendre pour savoir si Martinez et son équipe parviendront à percer l'un des plus grands mystères de l'Antiquité, laissé par l'exceptionnelle Cléopâtre. Revenons un peu en arrière. À la mort de son père, Ptolémée le XIIe, le trône égyptien revint officiellement à la fois à Ptolémée XIIIe et à Cléopâtre, du moins en apparence. Alors âgée de 18 ans, Cléopâtre aurait épousé son frère de 10 ans, une pratique courante parmi les dynasties de l'époque. Bien qu'aucune preuve formelle ne permette de l'affirmer avec certitude. Mais l'union ne dura pas. Très vite, le jeune Ptolémée décida qu'il voulait régner seul et chercha à évincer Cléopâtre. Contrainte de fuir l'Égypte, elle ne se contenta pas d'attendre son heure dans l'ombre. Déterminée à reprendre ce qui lui revenait de droit, elle leva une armée. À seulement 21 ans, elle se trouvait déjà dans le désert du Sinaï, à la tête de ses troupes, élaborant son retour triomphal au pouvoir. À cette époque, Cléopâtre entretenait déjà une alliance aussi stratégique que personnelle avec Jules César. En juin 47 avant Jésus-Christ, elle donna naissance à un fils, Ptolémée César, plus connu sous le nom de Césarion, que beaucoup considèrent comme l'enfant de César. Mais cela ne l'empêcha nullement de respecter les traditions royales égyptiennes. C'est ainsi qu'apparut dans sa vie un second époux, son autre frère, Ptolémée XIVe. Oui, malgré sa liaison avec César, Cléopâtre contracta une nouvelle union au sein de sa propre famille, car dans son univers, préserver le pouvoir dynastique était une priorité absolue. Toutefois, son mariage ne changea rien à la solidité de son lien avec César. Cléopâtre se rendit même à Rome aux côtés de Ptolémée XIVe pour une visite d'État. Mais au lieu de loger au palais officiel, elle s'installa dans la villa privée de César, sur les rives du Tibre. Cependant, en 44 avant Jésus-Christ, aux ides de Mars, l'assassinat de César bouleversa l'équilibre politique et mit en péril la position de Cléopâtre. Comme si cela ne suffisait pas, peu de temps après, Ptolémée XIVe trouva la mort. Certains soupçonnent même que Cléopâtre ait orchestré sa disparition, la laissant seule maîtresse de l'Égypte. Pendant ce temps, à Rome, Marc-Antoine consolidait son ascension, se rêvant l'héritier politique de César. Curieux d'évaluer la souveraine d'Égypte, il la convoqua. Cléopâtre ne manqua pas l'occasion de marquer les esprits. Elle fit son entrée sur une somptueuse barge, paraît-elle une déesse. Dès qu'il la vit, Antoine en fut immédiatement épris, à tel point qu'il abandonna son épouse restée à Rome pour suivre Cléopâtre à Alexandrie, où leur relation prit la forme d'une idylle à part entière. Ensemble, ils eurent 3 enfants, et s'engagèrent dans un conflit majeur contre Octave, fils adoptif de César, dans une lutte acharnée pour le contrôle de l'Empire romain.
La dernière apparition de Cléopâtre eut lieu dans son mausolée, paré de tout le faste royal. Un diadème ornant son front, étendu sur ce que Plutarque décrivit comme un lit d'or. Après leur défaite à Actium, les troupes d'Octave marchèrent sur Alexandrie. Consciente que la fin approchait, la reine se retrancha dans son mausolée, entourée d'or, d'argent, de perles et d'œuvres d'art. Plutôt que de voir ses trésors tomber aux mains des Romains, elle menaça de les réduire en cendres. Antoine, refusant de son côté de tomber vivant entre les mains des Romains, se frappa de son propre glaive. Toutefois, avant d'expirer, il fut transporté auprès de Cléopâtre. Elle le serra contre elle tandis qu'il rendait son dernier souffle. Un peu plus d'une semaine plus tard, Cléopâtre prit sa décision. Plutôt que de souffrir l'humiliation d'être paradée comme prisonnière d'Octave, elle mit fin à ses jours. Selon la légende, elle succomba à la morsure d'un aspic, bien que les sources historiques restent floues sur ce point. Elle n'avait alors que 39 ans, une existence qui, somme toute, fut assez bien remplie. Étonnant. Des scientifiques ont mis au jour une cité enfouie sous les pyramides d'Égypte. Sa taille est vertigineuse, bien au-delà de celle du plus vaste hypermarché que vous puissiez concevoir. Galeries, chambres souterraines, structures verticales. Nul ne saurait dire aujourd'hui à quoi elles servaient. Commençons par le commencement. Des chercheurs italiens et écossais étudiant la pyramide de Képhren ont identifié ce qui semble être des tunnels secrets sous 3 pyramides distinctes. Cette découverte pourrait remettre en question nos connaissances sur l'Égypte antique. L'expédition baptisée Projet Képhren fut dirigée par Corrado Malanga, basé à Pise, et Filippo Biondi, affilié à l'université de Strathclyde, en Écosse. Leur objectif principal consistait à explorer la pyramide de Képhren, la seconde plus grande du plateau de Gizeh. Sous la pyramide de Képhren, les scientifiques ont mis au jour une imposante structure. Serait-ce une ancienne cité souterraine égyptienne? En analysant minutieusement leurs relevés, ils ont conclu que 8 grandes formations verticales, peut-être des puits ou des conduits, se dissimulaient en profondeur. Ces éléments s'étendent sur près de 2000 mètres, l'équivalent de 2 tours Burj Khalifa, et demi-posées à la suite l'une de l'autre. Un indice saisissant de l'ampleur de la découverte. Ces puits descendent également à environ 610 mètres sous terre, ce qui dépasse largement la profondeur des stations de métro les plus profondes au monde, qui excèdent rarement les 120 mètres. De forme cylindrique, ils sont bordés d'escaliers en spirale, évoquant les tours d'un ancien château gothique. Ils mènent à 2 vastes chambres aux contours inhabituels. S'agirait-il de cubes ou de vasques géantes? Chacune semble mesurer plus de 80 mètres de diamètre. Bien que ces structures aient désormais été identifiées, leur fonction première demeure totalement inconnue. Souhaitez-vous une révélation encore plus troublante? L'équipe est convaincue que des accès similaires existeraient sous chacune des 3 pyramides. Autrement dit, elles pourraient être interconnectées par un réseau secret de tunnels, de galeries et de salles enfouies. Et plus bas encore, à près de 1200 mètres sous la surface, d'autres structures, encore non répertoriées, pourraient sommeiller dans les profondeurs. Et cela ne contribue-t-il pas à nourrir le mystère? L'élément le plus saisissant reste peut-être cette hypothèse formulée par certains chercheurs. Les structures dissimulées autour des pyramides de Gizeh pourraient coïncider avec les légendaires salles d'Amonti. Dans la mythologie égyptienne, ce lieu est décrit comme l'ultime étape des mourants, où l'âme, durant 3 jours, est soumise à un jugement rigoureux et affronte ses terreurs les plus profondes. Mais comment les chercheurs ont-ils pu localiser ces cavités invisibles? Pour ce faire, ils ont mobilisé 2 satellites situés à 680 km d'altitude. En dirigeant des ondes radar vers le plateau de Gizeh, ils ont obtenu des images d'une extrême précision, ensuite recomposées, pour former une modélisation tridimensionnelle du réseau souterrain, incluant les puits récemment découverts. Grâce à la technologie radar à synthèse d'ouverture, ou SAR, capable de traverser la roche, l'équipe a repéré 5 petites structures ressemblant à des salles, dissimulées profondément au sein de la pyramide. L'une d'elles contenait un sarcophage que l'on croyait autrefois être celui du pharaon Képhren, hypothèse qui fut largement admise jusqu'à cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, les scientifiques estiment que cette interprétation était erronée. Le tombeau véritable se situerait sans doute ailleurs. Il reste que ces 5 chambres, jusque-là inconnues, furent révélées uniquement grâce aux récentes explorations radar. Elles semblent disposées en plein cœur de la pyramide, reliées par des corridors souterrains qui s'enfoncent en plus bas. Certains avancent que ces galeries pourraient mener à d'autres chambres, ou puits dissimulés, possiblement âgés de plus de 4500 ans, et susceptibles d'éclairer les énigmes, encore irrésolues, des civilisations antiques. Les premières analyses suggèrent que cet espace enfoui est bien plus complexe qu'une simple succession de salles vides.
Il se pourrait qu'un grand nombre de structures soient enfouies à proximité des pyramides de Gizeh. Comment l'expliquer? Certains indices suggèrent que l'ensemble comprend des zones excavées, parcourues d'escaliers en spirale qui s'enfoncent davantage. En affinant les images captées, il serait possible de révéler l'existence d'un vaste réseau souterrain, peut-être même les vestiges d'une ville entière, ensevelie sous le plateau. Malgré l'enthousiasme suscité par ces révélations, nombreux sont ceux qui demeurent sceptiques quant à l'existence réelle de cette cité souterraine. Le manque de validation scientifique par des pairs alimente leurs doutes, incitant plusieurs archéologues et spécialistes en imagerie radar à remettre en cause la fiabilité de ces affirmations. Selon eux, les outils employés pour effectuer ces relevés ne posséderaient peut-être pas la précision technique nécessaire pour restituer des images aussi élaborées de ce qui gît sous la surface. Selon eux, les 5 petites chambres repérées à faible profondeur pourraient n'être que des formations naturelles, d'autant que cette région revêtait déjà une importance rituelle bien avant l'édification des pyramides. Certains vont jusqu'à rejeter totalement le recours aux technologies radar dans un tel contexte, les qualifiant de méthodes non validées sur le plan scientifique et mettant en doute leur fiabilité. Cette découverte a également ravivé les débats autour des traditions mythologiques égyptiennes et de la possible présence de manuscrits anciens enfouis sous le plateau de Gizeh. La configuration des chambres nouvellement identifiées rappelle en effet celle que décrivent les récits sur la légendaire salle des archives, un espace mythique censé préserver le savoir primordial des premiers Égyptiens. Si cela venait à se confirmer, ces découvertes pourraient bouleverser la perception que l'on a de la topographie sacrée de l'Égypte. En outre, l'existence de cette cité perdue sous la pyramide pourrait constituer une preuve tangible de structures souterraines, jusqu'alors insoupçonnées. C'est pour cela que l'équipe du projet Kephren est impatiente d'entamer les fouilles permettant de vérifier ces hypothèses. Toutefois, obtenir l'aval des autorités égyptiennes constitue un processus ardu. Les résultats devront encore passer l'épreuve d'une évaluation par des spécialistes avant d'être validés par le monde académique. D'ailleurs, cette découverte archéologique fait suite à une autre annonce, celle de la mise au jour d'une structure insolite sous la nécropole royale de Gizeh, que certains chercheurs soupçonnent de ne pas être d'origine naturelle. Grâce à des techniques de télédétection, les archéologues ont mis au jour une étrange structure souterraine en forme de L, enfouie dans le cimetière ouest de Gizeh. Cette section est réputée pour renfermer les tombes de membres de la royauté ainsi que de hauts dignitaires. Nombre de ces sépultures sont surmontées de mastabas, des édifices rectangulaires en pierre ou en briques de limon, coiffés d'un toit plat. Or, en plein centre de cette nécropole, subsiste une portion dépourvue de toute structure visible en surface. Pour examiner cette zone encore inexplorée, les chercheurs ont recours à la tomographie de résistivité électrique, ERT, et au radar à pénétration de sol, GPR. L'ERT repose sur l'injection de courant dans le sol et sur la mesure de leur résistance afin de révéler d'éventuelles anomalies. Quant au GPR, il projette des ondes radar dans le sous-sol pour en dessiner les formes selon les échos obtenus. À une profondeur d'environ 2 mètres, les chercheurs ont détecté une anomalie. Elle semblait correspondre à une structure souterraine en L, mesurant au moins 10 mètres de long. D'après les relevés, il est probable que cette structure ait été remplie de sable après son édification. Cette découverte a conduit les chercheurs à envisager plusieurs hypothèses. Il pourrait s'agir d'un mélange de sable et de gravier, ou peut-être d'une cavité d'air. L'anomalie a été classée comme hautement résistive, ce qui suggère une origine non naturelle. Le professeur Motoyuki Sato, auteur principal de l'étude et enseignant à l'université de Tohoku, souligne que la netteté des contours appuie l'idée d'une structure artificielle. Un autre élément intrigant concernant les pyramides antiques d'Égypte tient à l'idée, longtemps admise par les historiens, qu'elles furent érigées au profit de la royauté et des élites, seules à posséder les moyens nécessaires. Or, des fouilles récentes menées sur le site archéologique de Tombos, situé dans l'actuel Soudan, viennent remettre en cause cette théorie. Il se pourrait que les pyramides de Tombos aient accueilli, aux côtés des élites, les dépouilles de travailleurs de rang modeste. Les membres laborieux des sociétés antiques auraient ainsi pu reposer dans certains des monuments les plus visibles, y compris les pyramides elles-mêmes. Implantée sur les rives du Nil dans l'ancienne Nubie, la localité de Tombos fut annexée par l'Égypte aux alentours de 1400 avant notre ère, lors de sa conquête de la région. Le site fut alors établi dans le but de renforcer la domination égyptienne. On y érigea des pyramides, bien plus sobres cependant que les gigantesques édifices de Gizeh. Les chercheurs ont repris l'étude de 110 squelettes humains exhumés à Tombos, initialement examinés en 2012.
Ils se sont concentrés sur l'analyse des anthèses, c'est-à-dire les points d'attache des tendons et des ligaments sur les os. Ce type d'examen permet de mettre en évidence l'intensité du travail physique accompli par un individu. Les contraintes mécaniques répétées lors qu'un travail ardu y laissent des marques nettes, sous forme de relief osseux. Certains ossements présentaient peu de modifications au niveau des anthèses, ce qui laisse supposer qu'ils appartenaient à des personnes aisées. En revanche, d'autres montrèrent des transformations plus marquées, trahissant une vie de labeur et un statut social bien plus modeste. Ces résultats pourraient profondément remettre en cause les idées reçues sur les sépultures pyramidales, notamment l'hypothèse selon laquelle seuls les puissants accédaient à ces tombeaux prestigieux. Cette récente étude suggère que des individus d'humbles conditions auraient eux aussi pu se trouver. Au cœur de la forêt amazonienne se trouve une caverne si vaste qu'elle défie l'entendement. Longue de 610 mètres, elle est assez grande pour qu'un être humain puisse y circuler librement. Ses parois sont marquées de profondes griffures énigmatiques. Et ce n'est pas un cas isolé. Si vous vous rendez dans le sud du Brésil, vous trouverez plus de 1500 cavernes similaires, allant de modestes terriers à de véritables galeries monumentales. Ces grottes n'ont rien des cavernes classiques pleines de chauves-souris. Il s'agit de ce que les chercheurs appellent des paléothériers, d'anciennes structures souterraines creusées par des bêtes si énormes qu'elles font paraître nos éléphants minuscules. Quoi qu'elle ait été, la créature responsable a excavé à elle seule l'équivalent de la masse de 800 éléphants. Je sais, cela ressemble encore à une grotte ordinaire, mais les spécialistes ont vite remarqué qu'elle était particulière. Ses parois étaient bien trop régulières, et le sol, remarquablement lisse. Or, ni l'eau ni l'érosion ne peuvent produire des marques aussi précises. Ces grottes brésiliennes constituent les plus vastes archives géologiques d'une activité animale connue. Comme si l'on entrait dans une habitation préhistorique bâtie par des créatures de la taille d'une voiture. Pour résoudre ce mystère, les chercheurs ont examiné les griffures sur les murs et ont conclu qu'elles avaient sans doute été faites par d'énormes paresseux terrestres. Une espèce nommée Valgyps, dont le poids pouvait avoisiner les 4 tonnes, et qui aurait pu dévorer en 3 jours l'équivalent de votre alimentation annuelle. Aussi massifs soient-ils, ces animaux ne pouvaient creuser seuls d'aussi longs tunnels, ils devaient collaborer. C'est pourquoi les scientifiques pensent que plusieurs paresseux utilisaient un même tunnel et le creusaient ensemble. Il se peut même que de gigantesques tatous aient contribué à l'ouvrage, car ils étaient des excavateurs extrêmement habiles, et eux aussi habitaient à cette région. D'accord, mais pourquoi un paresseux ou un tatou géant aurait-il besoin d'un terrier long de 610 mètres? Excellente question. Et la vérité, c'est que les scientifiques ne le savent pas encore avec certitude. Il paraît peu probable qu'un tel ouvrage ait été creusé uniquement pour fuir les prédateurs, surtout quand on sait qu'un tigre à dents de sabre aurait pu y pénétrer sans difficulté. À moins qu'il n'ait inventé des systèmes de sécurité préhistoriques, cette hypothèse comporte quelques failles. Haha, jeu de mots pleinement assumé. La meilleure hypothèse concerne sans doute le climat. À cette époque, le monde était plus sec et plus froid. Certaines espèces de paresseux géants prospéraient justement durant les périodes de transition climatique, entre glaciation et réchauffement. Bien que leur masse corporelle les ait protégés contre les variations habituelles, des écarts brusques de température ont probablement poussé ces animaux à s'abriter pour survivre. Et tout comme leurs descendants actuels, ils avaient sans doute du mal à réguler leur chaleur corporelle. Or, se réfugier sous terre leur permettait de préserver leur progéniture et d'économiser leur énergie. Plus un corps est massif, plus il est coûteux à maintenir. Certains chercheurs avancent que ces tunnels ont pu servir de repères partagés à tour de rôle. Un paresseux s'y installe, creuse un peu, laisse quelques traces de griffes, puis repart, et plus tard, un autre investit l'endroit, y ajoutant sa propre signature. En somme, une sorte d'auberge espagnole pour mégafaune préhistorique. Tous les indices pointent vers une forme de multipropriété plutôt qu'une occupation exclusive. Après tout, ces créatures n'étaient en guère sociables. Paresseux comme Tatou préféraient la solitude en duo, généralement mère et petit. Quant au père, il ne restait que pour la partie plaisante. Mais vous aurez sans doute remarqué un léger détail. Ces créatures ont disparu depuis longtemps. Leur extinction remonte à environ 11 000 ans, au moment où les humains ont commencé à se répandre sur la planète, alors qu'une ère glaciaire touchait à sa fin. En vérité, 80% des mammifères pesant plus d'1 kilogramme ont disparu à cette époque.
Le premier coupable est bien sûr celui que l'on retrouve toujours sur le banc des accusés, l'être humain. Il y a environ 10 000 ans, une vague de chasseurs experts, munis d'outils distinctifs, comme les pointes de lance, a traversé l'Amérique du Nord. La théorie veut que la faune locale n'ait pas su réagir face à ce nouveau prédateur, devenant ainsi une proie facile. Une fois les grands herbivores éliminés, les carnivores ont décliné à leur tour faute de nourriture. Et la chasse n'a pas été le seul facteur. Les premiers humains ont sans doute aussi perturbé les écosystèmes, rendant la vie encore plus difficile pour les grandes espèces. Mais attendez, il y a un autre suspect, le changement climatique. À peu près à la même époque, le climat terrestre a connu un bouleversement majeur. Il est passé d'un froid extrême à un froid plus modéré. Pour situer, la température moyenne avoisinait les 8 degrés Celsius, ce qui a entraîné des saisons instables et la disparition progressive de nombreuses plantes. Et lorsque la végétation décline, les grands herbivores, comme nos paresseux géants, se retrouvent privés de ressources, ce qui les fragilise davantage. De nombreux chercheurs estiment aujourd'hui que les activités humaines et les bouleversements climatiques ont tous deux contribué à l'extinction, mais selon des modalités différentes suivant les régions. Ici, l'homme aurait rompu l'équilibre. Ailleurs, la nature seule aurait mené l'œuvre à son terme. Quoi qu'il en soit, cette conjonction fatale a scellé la fin des géants. Il s'avère qu'une taille colossale n'est pas toujours un avantage. Les grands animaux vivent plus longtemps et se reproduisent lentement, ce qui les rend extrêmement vulnérables lors des catastrophes. Et leur rétablissement est d'une lenteur dramatique. Après la disparition des dinosaures, par exemple, il a fallu près de 15 millions d'années avant que de nouveaux méga-mammifères n'émergent à leur tour. La dernière extinction majeure remonte à environ 12 000 ans. Une durée bien trop courte pour permettre l'évolution de nouvelles créatures massives. Les plus grands animaux terrestres d'aujourd'hui, comme les éléphants, les rhinocéros ou les bisons, ne sont pas de jeunes espèces. Ce sont les survivants aguerris d'un ancien cataclysme. Et nous partageons encore la planète avec le rorqual bleu, le plus grand mammifère ayant jamais existé. Mais pourquoi certains animaux préhistoriques sont-ils devenus si énormes au départ? En réalité, la taille offre plusieurs avantages. Malgré tout ce que l'on sait sur l'extinction, elle protège des prédateurs et apporte un avantage dans la lutte pour la nourriture. Quand les herbivores prenaient de l'ampleur, les carnivores devaient suivre, sous peine d'être dépassés. L'environnement joue aussi un rôle fondamental. Les animaux à sang froid peuvent grandir davantage dans les régions chaudes afin de mieux dissiper la chaleur, tandis que les géants à sang chaud s'épanouissent dans les climats froids pour mieux conserver la leur. Un paléontologue a avancé que certains végétariens de taille démesurée avaient né besoin d'un ventre énorme juste pour digérer les plantes ligneuses de leur époque, comme s'ils transportaient un bar à salade dans leur abdomen. Il faut aussi parler de l'oxygène. À l'époque, l'atmosphère terrestre en contenait bien plus qu'aujourd'hui. Et cela change tout, surtout pour les espèces dotées de systèmes respiratoires peu efficaces, comme les insectes. Ce surplus d'oxygène leur permettait de croître davantage et d'être plus actifs. Un véritable mode turbo offert par la nature. Il convient également de mentionner les os, en particulier ceux qui étaient de plus légers. Nombre de dinosaures géants possédèrent des sacs aériens intégrés à leur squelette, à l'image des oiseaux actuels. Leurs os restaient solides sans devenir trop lourds, ce qui leur permettait d'atteindre une taille impressionnante sans s'effondrer sous leur propre poids. Ces sacs aériens servaient aussi au refroidissement, ce qui est vital quand on est littéralement une chaudière ambulante de muscles. À l'inverse, les mammifères modernes subissent les limites imposées par la gravité et la biologie. Des corps plus volumineux exigent un cœur plus robuste, des poumons puissants et une pression sanguine suffisante. Or, la terre ferme n'apporte que peu de soutien. C'est aussi ce qui explique pourquoi les baleines ont dépassé les dinosaures en taille. L'océan agit comme un système de soutien naturel. Grâce à la flottabilité, leur masse est portée, ce qui permet au rorqual bleu d'atteindre une masse impressionnante de 150 000 kg, sans finir aplati. Sur la terre ferme, une telle corpulence poserait de graves problèmes physiologiques. Ainsi, les anciens géants n'étaient nés pas de simples bizarreries de la nature, mais le fruit d'un équilibre précis entre air, nourriture, environnement et lois physiques travaillant de concert. Cette extinction fut certes une tragédie pour les paresseux géants, ces véritables ingénieurs de la nature, mais elle nous a sans doute évité de cohabiter avec des insectes de la taille de corbeaux, comme certains méganisoptères, ou encore des 1000 pattes de près d'1,80 m de long. Gloops! Sur ce, si vous le permettez, je vais aller rendre hommage aux paresseux modernes, lents, petits, et heureusement incapables de remodeler la planète, ou de me provoquer des crises de panique entomologique.
Ce n'est pas le décor de Dune, mais une véritable cité désertique située au Niger. Djado a sans doute été édifié par le peuple nomade des Sao et regorge de Ksar, des maisons fortifiées de faites de sel et d'argile, dotées de murs imposants et de passages secrets. Perchée au cœur du désert, elle constituait autrefois une étape essentielle pour les caravanes transsahariennes, mais elle essaie désormais un repère pour les contrebandiers et les bandits. L'accès y est interdit depuis 2002 en raison de sa dangerosité. Et l'origine des Ksar demeure nimbée de mystères. Aucune étude archéologique n'a été menée, laissant de nombreuses questions sans réponse. Même aujourd'hui, les sables changeants révèlent et dissimulent des parties de ces anciennes ruines, alimentant les spéculations sur ce qui pourrait encore être caché sous le désert. En parlant de structures enfouies, les chercheurs ont été stupéfaits par la découverte de tubes de lave en Arabie Saoudite. Ces passages souterrains se forment lorsque la lave en fusion refroidit. Les chercheurs pensent que d'anciens nomades ont pu utiliser ces tunnels pour survivre aux conditions désertiques extrêmes. Lors de leur excavation, les archéologues ont mis au jour des artefacts, des peintures rupestres et des restes squelettiques. L'art et les ossements d'animaux suggèrent que les personnes ayant utilisé ces tunnels étaient probablement des bergers. On tente encore de déterminer si ces groupes y résidaient sur de longues périodes, ou si les tunnels ne servaient que de refuge temporaire. La pyramide de Khéops se dresse depuis des millénaires, mais elle continue de receler des secrets. Grâce à une technologie de balayage avancée, les scientifiques ont découvert 2 structures cachées sous un ancien site funéraire. La première forme une structure peu profonde en elle, tandis qu'en dessous se trouve un espace bien plus vaste, qui pourrait être un lieu de sépulture ou une chambre. La structure plus petite a été délibérément remplie de sable, tandis que la plus profonde pourrait être une chambre vide. On estime que les 2 sont reliés, peut-être par un passage menant à une chambre secrète. Cette découverte est d'importance capitale, car elle pourrait nous offrir de nouvelles perspectives sur les bâtisseurs des pyramides et leurs motivations. Le monde est riche en écrits anciens, mais certains messages demeurent impénétrables, à l'instar du mystère de la tablette de Bachplémy. Cette pierre énigmatique, extraite d'un lac en Géorgie, est recouverte de symboles que personne n'arrive à déchiffrer. Malgré les progrès technologiques, les experts restent totalement déconcertés. Cette tablette, de la taille d'un livre, comporte 60 symboles gravés avec soin sur sa surface. Mais 39 d'entre eux ne correspondent à aucune langue connue. Certains de ces symboles ressemblent à ceux des civilisations anciennes du Moyen-Orient, de l'Inde et de l'Égypte, mais aucun n'est parfaitement identique. Pour compliquer davantage les choses, une partie de la tablette est brisée, laissant un fragment irrémédiablement perdu. Pour exclure toute supercherie, les scientifiques ont minutieusement examiné la tablette. Ils ont confirmé qu'elle était constituée de basalte vacuolaire, une roche locale d'une grande dureté. Quiconque a sculpté ces symboles devait posséder une grande expertise. Sur la base de découvertes archéologiques similaires, les spécialistes estiment que la tablette pourrait dater de la fin de l'âge du bronze ou du début de l'âge du fer. Certains symboles se répètent, ce qui pourrait indiquer qu'ils représentent des chiffres. Il se pourrait qu'il s'agisse d'un inventaire, d'un registre de bataille ou même d'une offrande aux dieux. Tant que le code n'aura pas été décrypté, la tablette de Bachplémy restera un mystère insondable des profondeurs de l'histoire. Les experts sont toujours déconcertés par la signification de ce disque minoen. Le disque de Phaistos est l'une des découvertes les plus mystérieuses de la civilisation minoenne. Cet objet en argile de 15 cm, découvert en 1908, comporte des marques en spirale étranges que personne n'a encore complètement décodées. Le disque comporte 240 et un symbole des 2 côtés, représentant tout, des humains et des animaux aux outils et aux plantes. On a proposé de nombreuses théories sur la signification de ces symboles. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'une forme archaïque de grec, d'autres y voient une prière ou un hymne, et certains croient même que cela pourrait être une lettre d'un roi d'Anatolie adressée à un souverain grec. Voyons qui sera le premier à résoudre ce mystère. C'est toujours une journée palpitante pour un archéologue lorsqu'il découvre quelque chose d'aussi impressionnant qu'une tête en marbre vieille de 2000 ans. Une mission archéologique française a entrepris des fouilles dans une vieille maison médiévale proche d'Alexandrie, en Égypte, et a mis au jour la tête d'une statue représentant un vieil homme, probablement malade.
Cette statue date de la dernière dynastie égyptienne avant l'annexion de l'Égypte par l'Empire romain, et le site de sa découverte est lié à des figures historiques comme Cléopâtre et Marc-Antoine. Pour les archéologues, même les plus petites trouvailles sur ce site revêtent une grande importance. Vous avez sûrement entendu parler de Lucy, l'Australopithèque, un ancêtre précoce des humains? Eh bien, des scientifiques ont retrouvé des empreintes de son espèce quelque part en Tanzanie. Les empreintes de l'étolie, comme on les appelle, ont plus de 3 millions d'années. La piste s'étire sur 27 mètres et comprend environ 70 empreintes, laissées par un groupe d'humains primitifs ayant traversé des cendres volcaniques humides. Ce qui est fascinant, c'est que ces premiers humains marchaient déjà sur 2 pieds, comme nous, sans être courbés comme des singes. L'espacement rapproché des empreintes montre qu'ils avaient probablement des jambes et une foulée plus courte que la nôtre aujourd'hui. Dans un ancien temple égyptien, des archéologues ont découvert un sanctuaire d'apparence banale. Un lieu dédié aux faucons et à 2 divinités. L'une d'elles avait une tête de faucon, tandis que l'autre portait une couronne ornée d'un disque solaire et des cornes de vache. Mais la découverte la plus intrigante était une inscription qui disait « Il est inapproprié de faire bouillir une tête ici ». Au centre du sanctuaire, 15 faucons sans tête étaient soigneusement disposés sur un piédestal, probablement en offrande à la divinité analogue. Une théorie avance que les oiseaux ont d'abord été bouillis, peut-être pour retirer leurs plumes, avant d'être placés dans le sanctuaire, conformément à la règle étrange gravée dans la pierre. Les archéologues ont également retrouvé à proximité un harpon en fer de 33 cm. Sa fonction exacte reste inconnue, bien que le sanctuaire contienne également des restes de poissons, de mammifères et d'œufs d'oiseaux, ce qui suggère que les rituels incluaient peut-être des festins. Et parlant de l'Égypte antique, voici Hathor. Les scientifiques l'ont nommé d'après la déesse égyptienne de la maternité, de la musique et du chant. Cette statue en bois, exposée au Metropolitan Museum of Art de New York, était vue comme un simple objet décoratif jusqu'à ce qu'un secret surprenant soit révélé. En utilisant une machine à rayons X, les experts ont découvert un mécanisme à l'intérieur, avec des poulies et des axes reliant son épaule à sa jambe gauche. Lorsqu'il est activé, le système permet à sa main de monter et de descendre. Une véritable prouesse d'ingénierie vieille de plus de 3000 ans. Cette statue a été façonnée durant le Moyen Empire égyptien, vers 1800 avant notre ère, et est souvent comparée aux automates du 19e siècle, en raison de sa conception avancée. Il est probable que la statue ait été utilisée lors de cérémonies religieuses, symbolisant le rôle d'Hathor dans les arts. Les traits d'Hathor sont finement peints et accentués de feuilles d'or, ce qui laisse à penser que les Égyptiens possédaient une compréhension précoce de l'automatisation et de l'ingénierie mécanique. La fonction de la statue pourrait être liée à des rituels dans les temples où la musique et la danse occupèrent une place centrale dans les cultes. Une découverte inattendue a eu lieu dans le nord du Koweït, où une équipe polono-koweïtienne a déterré une statue mystérieuse vieille de 7500 ans. Cette statue présente un crâne allongé, sans bouche, des yeux étroits et un nez aplati. Elle est qualifiée de figurine ophidienne, nommée d'après le grec pour serpent, et elle aurait été fabriquée par la culture obéide, une civilisation réputée pour son savoir-faire en poterie. Bien que le rôle exact de cette étrange statue reste inconnu, il est possible qu'elle ait été liée à des rituels ou à des pratiques symboliques. Certains scientifiques estiment que ces figurines, retrouvées dans des maisons ou des lieux de sépulture, étaient associées à des croyances culturelles importantes. Comme nous ne pouvions pas aborder les mystères irrésolus de ce monde sans mentionner ces crânes allongés. Dans le désert péruvien, des chercheurs ont mis au jour 5 squelettes anciens, dont 2 présentaient des crânes allongés de façon artificielle. Bien que la déformation crânienne ait été courante dans diverses cultures, ces crânes échappent à toute explication. Les légendes locales évoquent les gentils, une mystérieuse race bannie sous terre par les dieux. Certains affirment que ces crânes représenteraient cette race. Les chercheurs ont mis au jour d'anciens artefacts tout près de la sépulture de Toutankhamon. Il s'avère que ce lieu de repos, supposément réservé à l'élite, s'apparente plus à une nécropole commune, abritant une douzaine de cercueils en bois datant d'environ 3600 ans. D'accord, j'ai peut-être un peu exagéré,
Ces 11 tombes ne se trouvaient là pas exactement à côté de celles de Toutankhamon, mais relativement proches, aux abords de la ville de Luxor. Les découvertes récentes dans les sépultures égyptiennes apportent de précieuses indications sur la vie quotidienne dans l'Égypte antique, et contre toute attente, il apparaît que les Égyptiens partageaient de nombreuses similitudes avec nos civilisations modernes. Les femmes arborent ainsi des parures depuis la nuit des temps, et les archéologues ont exhumé un collier d'une remarquable finesse, composé de 30 perles d'améthyste et de 2 perles d'agate, ainsi qu'un pendentif en forme de tête d'hippopotame, probablement très prisé à l'époque. Les chercheurs ont également découvert 2 miroirs en cuivre, l'un doté d'un manche sculpté en forme de lotus, l'autre orné de la déesse Hathor, associée au ciel, à la féminité, à la fertilité et à l'amour. Ces fouilles récentes aux abords du tombeau de Toutankhamon ont révélé une découverte saisissante. Pour la première fois depuis des millénaires, des vestiges du temple funéraire de la reine Hatshepsut ont été mis au jour. Essayez donc de le répéter rapidement 10 fois. Finalement, oubliée. Considérée comme la 2e femme à avoir régné en tant que pharaon, cette souveraine exerça son pouvoir avec courage et sagesse, laissant un héritage aussi durable que la pierre. Son temple, enfoui durant des siècles, constitue désormais une fenêtre précieuse sur une époque marquée par les intrigues et la ferveur spirituelle. Les archéologues ont exhumé plus de 1000 blocs de pierre richement ornés en périphérie du temple funéraire d'Hatshepsut. Peu de femmes réussirent à accéder au trône dans l'Égypte antique. À proximité, une autre tombe a été découverte. Elle appartenait à Djehutimès, intendant du palais de la reine Tétichéri. La reine Hatshepsut semble avoir bien plus de tombes, ou plutôt d'atouts, cachés dans sa manche. Contrairement aux pyramides, ces tombes ont été directement creusées dans la roche, illustrant une approche singulière de la préservation de l'âme dans l'au-delà. Les fouilles ont permis d'exhumer plusieurs objets anciens fascinants. Des jouets en argile, des masques de momies, des scarabées ailés et quelques amulettes. Malheureusement, il est probable que bien d'autres artefacts aient disparu au fil des siècles, car des visiteurs moins scrupuleux que les archéologues ont exploré le site avant eux. Il y a fort à parier que des pillards aient mis la main sur certaines pièces de grande valeur. Pourtant, ils ont laissé derrière eux quelques vestiges intéressants pour les chercheurs, notamment des poteries destinées aux offrandes de pain et de viande, ainsi que des arcs, suggérant un lien entre les propriétaires de ces tombes et l'armée égyptienne. En parlant de protection de l'âme, elle est bien plus essentielle qu'on ne pourrait le croire, surtout lorsqu'on se promène aux abords de Luxor à la recherche de secrets enfouis. Vous n'êtes pas du genre à craindre la malédiction de Toutankhamon, n'est-ce pas ? Laissez-moi vous raconter ce qui est arrivé à ceux qui l'ont bravé, mais n'allez pas tout prendre au pied de la lettre. Pendant des années, certains égyptologues, en particulier ceux qui prêtaient foi au paranormal, ont été convaincus qu'une malédiction pesait sur les découvertes liées à Toutankhamon. Cette croyance prenait racine dans la mort brutale et inexpliquée de plusieurs membres de l'équipe ayant exhumé son tombeau en 1922. Puisqu'aucune explication scientifique évidente ne justifiait ces décès, il était plus simple de les attribuer à une force surnaturelle et d'éviter de se poser davantage de questions. Or, il semble que cette fameuse malédiction ne soit qu'un mythe. En réalité, ces décès pourraient être liés à l'exposition à des radiations mortelles. Mais d'où provenaient-elles ? Après tout, si la radioactivité fut découverte au XIXe siècle, il est difficile d'imaginer que les anciens Égyptiens aient eu accès à du radium pour illuminer le tombeau de Toutankhamon d'une lueur inquiétante. Alors, quelle est la véritable explication ? Il se pourrait que des déchets toxiques soient à l'origine de ces morts mystérieuses. Des niveaux élevés de radiation issus de l'uranium et d'autres substances dangereuses auraient été piégés dans le tombeau depuis plus de 3000 ans. D'ailleurs, il se murmure que la chambre funéraire de Toutankhamon contiendrait encore aujourd'hui des taux de radiation si élevés que toute personne y pénétrant risquerait de développer une maladie incurable due à tant d'exposition. Et si cela vous semble exagéré, dites-vous que vous pourriez frôler un niveau de contamination similaire si vous laissez moisir des restes de nourriture au fond de votre frigo pendant 1 mois. Toutefois, cette radioactivité ne se limite pas au tombeau de Toutankhamon. La recherche d'artefacts égyptiens est proprement fascinante mais tout aussi périlleuse. De nombreuses tombes de l'Ancien Empire affichent des niveaux de radiation anormalement élevés. Les compteurs Geiger ont détecté des radiations sur 2 sites proches des pyramides de Gizeh, et du radon, un gaz radioactif, a été relevé dans plusieurs tombes souterraines de Saqqara. Il est probable que les bâtisseurs de ces sépultures aient eu conscience de ces toxines. Des avertissements gravés sur les murs mettent en garde contre une mort inévitable pour quiconque ose profaner ces lieux. L'une des inscriptions prévient «
Quiconque violera ce tombeau périra d'un mal qu'aucun médecin ne saura comprendre. D'autres formules évoquant l'interdit causé par des esprits maléfiques ont sans doute renforcé la peur de ces malédictions antiques. Depuis toujours, ces avertissements intriguaient les archéologues. Mais un événement survenu il y a un siècle a ravivé la crainte des malédictions. En 1922, peu après l'ouverture du tombeau de Toutankhamon, Lord Carnarvon, qui avait financé l'expédition, mourut dans des circonstances mystérieuses, de même que de nombreuses personnes ayant exploré la tombe. Arthur Weigel, un égyptologue britannique présent lors de l'ouverture du tombeau, est d'ailleurs considéré comme l'un des artisans du mythe de la malédiction. Ironie du sort, il mourut prématurément en 1934, alors qu'il n'avait qu'une cinquantaine d'années. Certains avancent que son décès pourrait être lié à une exposition prolongée aux radiations. Sur les 26 personnes présentes lors de l'ouverture, 6 périrent dans les 10 années suivantes. Toutefois, ces disparitions ne sont pas toutes imputables aux rayons X. Les causes variaient: asphyxie, AVC, insuffisance cardiaque, pneumonie et même empoisonnement. Sinistre, n'est-ce pas? Pourtant, un homme semble avoir échappé à cette prétendue malédiction. Howard Carter, l'archéologue qui dirigeait les fouilles. Pour certains, sa survie prouvait que cette légende n'était qu'un mythe. Après sa découverte, Carter publia plusieurs ouvrages avant d'abandonner progressivement l'archéologie pour le commerce d'antiquités destinées aux musées. Toutefois, certains pensent que la malédiction l'a frappé d'une autre manière. Une rumeur persistante le lie à Evelyn, la fille de Lord Carnarvon. On raconte qu'il l'aimait éperdument, mais qu'elle épousa un autre homme. Désespéré, il aurait choisi de rester célibataire jusqu'à la fin de sa vie. Une autre forme de malédiction, plus subtile, mais tout aussi cruelle. D'autres ont affirmé qu'ils avaient eu une liaison durant son séjour en Égypte, mais que tout s'était terminé avec la mort de son père et son départ définitif du pays. Néanmoins, ces récits manquent de preuves. Evelyn n'avait que 6 ans lorsqu'ils se sont rencontrés, et leur relation est restée cordiale jusqu'à la fin. Présente à ses funérailles, elle faisait partie des rares invités, mais elle a nié toute romance, affirmant qu'ils n'étaient pas si intimes. Un an après la découverte de la tombe de Toutankhamon, Evelyn épousa le politicien Sir Brograve Beauchamp et eut une fille. Cette même année, Beauchamp visita la sépulture avec ses parents, sous la conduite de Carter. Ce dernier ne se maria jamais, et, hormis ses spéculations posthumes autour d'Evelyn, aucune autre relation amoureuse ne lui fut attribuée. Si la légende de la malédiction ajoute une touche intrigante à son histoire, son tempérament distant vis-à-vis des relations était déjà évident bien avant l'ouverture du tombeau. Carter n'était tout simplement pas quelqu'un de sociable. En 1939, après un long combat contre la maladie, il finit par succomber. Il avait 64 ans, une espérance de vie tout à fait ordinaire au Royaume-Uni à cette époque, si bien que personne ne jugea sa mort suspecte ni ne l'associa à une quelconque malédiction. À son décès, on découvrit que plusieurs artefacts du tombeau de Toutankhamon étaient en sa possession, dans son appartement londonien. Ceux-ci furent finalement restitués à l'Égypte, événement que certains interprétèrent comme la conclusion de la malédiction. Peut-être que s'il n'avait pas conservé ses souvenirs chez lui, il aurait vécu bien plus longtemps. Quant aux autres décès, ils conservent une part de mystère. La théorie de la malédiction a sans doute été renforcée par des événements troublants survenus lors des fouilles. Carnarvon développa une grave infection après une simple piqûre de moustique. Et au moment de l'ouverture du tombeau, le Caire connut une panne de courant inexplicable suivie d'une tempête de sable. En Angleterre, le chien de Lord Carnarvon, Suzy, s'échappa de la demeure et se mit à aboyer frénétiquement, sans raison apparente, du moins si l'on en croit les témoins. Plus étrange encore, au moment exact où son maître rendit son dernier soupir, l'animal poussa un hurlement avant de s'effondrer, inerte. Peut-être que les radiations n'ont finalement joué aucun rôle, et que les anciens artefacts du tombeau de Toutankhamon étaient réellement porteurs du... Lorsqu'on entend le mot « momie », ça donne parfois froid dans le dos. En effet, la plupart d'entre nous associent ce mot à ces personnages effrayants que nous avons vus dans des films d'horreur. En réalité, les momies nous ont permis de comprendre beaucoup de choses sur les civilisations anciennes, sur ceux qui les gouvernaient, et sur la façon dont les gens vivaient à la perte de leurs proches. Les Égyptiens de l'Antiquité, qui croyaient qu'une certaine forme d'existence après la mort était possible si certaines conditions étaient respectées, sont le peuple le plus connu au monde pour ses momies. Ceux-ci préservaient effectivement les corps humains par le biais du processus de momification et plaçaient les momies dans des tombeaux équipés, un peu comme s'il s'agissait d'appartements. Pourquoi ce peuple y croyait-il? Eh bien,
parce que la plupart étaient profondément liés à leur environnement naturel. Les Égyptiens étaient pleinement conscients des cycles naturels autour d'eux, comme le lever du soleil chaque jour ou de la lune la nuit, mais aussi de la façon dont la vie renaissait des plantes dans un cycle perpétuel, même à voir faner. Ils croyaient également que le puissant esprit Osiris, qui représentait le cycle de la disparition et de la résurrection, jouait un rôle dans ce processus. Pour se préparer à l'au-delà, les Égyptiens de l'Antiquité suivaient certains rituels, comme la momification, qui consistait à utiliser des éléments aussi variés que le miel, les résines, ou encore l'encens pour préserver les corps. Aucune momie n'est plus célèbre que celle du roi Tut, Toutankhamon. Ce jeune pharaon régna sur l'Égypte il y a plus de 3000 ans. Un problème majeur lors de la découverte des tombes royales est que la plupart ont déjà été pillées au moment où on les retrouve. Le peuple savait que les souverains laissaient de nombreux objets de valeur à leur côté après leur mort, ce qui rendait ces lieux de sépulture vulnérables face aux voleurs. Étonnamment, lorsque la tombe du roi Tut fut ouverte en 1922, les gens se réjouirent, car elle n'avait pas été volée à l'instar de beaucoup d'autres tombes royales. C'est dire à quel point elle était bien cachée. À l'intérieur, sa momie était enfermée dans 3 cercueils au total, dont un en or. Les objets trouvés dans sa tombe furent très révélateurs de ce qu'était l'Égypte antique. L'étude de sa momie nous a également permis d'en savoir plus sur la culture et les pratiques en vigueur à l'époque où il est décédé. Enfin, les recherches liées à son ADN nous ont conduit à obtenir des informations sur sa famille. En outre, les scientifiques purent découvrir qu'il avait, par exemple, souffert de la maladie appelée le paludisme, et d'un problème au pied susceptible de l'avoir gêné lorsqu'il marchait. Ramsès II est un autre pharaon égyptien qui a régné pendant 68 ans, ce qui n'était pas rien à l'époque. Il est connu pour ses campagnes militaires d'expansion et ses réalisations architecturales. De nombreuses preuves datant de son règne existent encore aujourd'hui, notamment une grande statue à son effigie. Ramsès II mesurait environ 1,80 m et a vécu jusqu'à l'âge de 90 ans. Après avoir examiné sa momie, les scientifiques conclurent qu'il souffrait peut-être d'une maladie affectant sa colonne vertébrale. Vous vous souvenez des voleurs que j'ai évoqués plus haut? C'est probablement à cause de ces derniers que Ramsès II termina dans le cercueil ordinaire d'une collection secrète de momies royales à Deir el-Bahari, qui a été redécouverte en 1881. Heureusement, les archéologues purent l'identifier, car ses voyages avaient été consignés sur ce qui l'enveloppait. Le processus de momification était très fastidieux. En effet, dans l'Égypte antique, la momification pouvait durer jusqu'à 70 jours. Une personne dédiée prononçait un discours très spécifique, tout en manipulant délicatement le corps et en le séchant à l'aide d'une sorte de sel appelé natron. On utilisait également du lin et de la résine pour que le corps paraisse plus vivant et pour l'envelopper dans un tissu. La tombe était tout aussi importante que la momification pour les Égyptiens de l'Antiquité. Les parois de la tombe du roi Tut, par exemple, étaient ornées d'œuvres d'art complexes représentant son voyage dans l'au-delà, depuis sa procession funéraire jusqu'à son passage aux enfers. Les Égyptiens antiques pensaient que tout le monde faisait ce voyage après sa mort et remplissaient donc les tombes d'objets et de peintures pour aider les défunts au cours de leur voyage spirituel. En outre, les murs de la tombe étaient décorés de formules tirées d'un livre spécial qui contenait une série de poèmes dont les Égyptiens pensaient qu'ils aideraient les gens à atteindre l'au-delà. Fait soulignant l'importance de ce voyage, les gens plaçaient même de la nourriture dans ces tombes antiques. Dans la tombe du roi Tut, les archéologues découvrirent 36 jarres de boissons antiques et 8 paniers de fruits, déposés là pour l'aider dans son voyage vers l'au-delà. Les Égyptiens pensaient que le voyage vers l'au-delà prenait beaucoup de temps, et laissaient donc des provisions conséquentes pour soutenir leurs proches. Les pharaons possédaient généralement de nombreux vêtements luxueux et de beaux bijoux dans leurs tombes afin de s'assurer que leur tenue serait à la hauteur de leur statut lors de leur voyage. On a retrouvé des vêtements en lin, tels que des tuniques, des écharpes, des gants et des coiffes. De nombreux bijoux en or ornés de pierres précieuses, des bracelets aux boucles d'oreilles, en passant par des colliers et des bagues, mais aussi des représentations d'insectes censés les protéger. Certaines tombes contenaient même des éventails en ivoire et en plumes d'autruche pour les garder au frais dans l'au-delà. Aussi fou que ça puisse paraître, certains souverains de l'Antiquité furent placés dans leurs appartements éternels avec des bateaux. Par exemple, le pharaon Khufu fit construire la grande pyramide de Gizeh pour en faire son tombeau.
et un grand bateau fut retrouvé à l'intérieur. Le roi Tut, quant à lui, fut enterré avec plusieurs pages de bateaux, mais pas de bateau à proprement parler. À la place, il avait 3 chars et de nombreux bâtons de marche en matériaux précieux. Ce qui indique peut-être qu'il souhaitait se rendre dans l'au-delà, par la terre et non par l'eau. Parmi les objets les plus intéressants trouvés près des momies antiques, on trouve des flacons d'huile et de parfums. Si les souverains étaient censés toujours être à la dernière mode, pourquoi ne pas sentir bon par la même occasion, n'est-ce pas? Certains d'entre eux possédaient également des jeux de société, la plupart fabriqués dans des matériaux précieux, comme l'or ou l'ivoire. L'un de ces jeux, le Senet, était très populaire en Égypte antique et ressemblait beaucoup aux échecs modernes. Les Égyptiens de l'Antiquité ont peut-être les momies les plus célèbres, mais ce ne sont pas ceux qui inventèrent la momification. En réalité, tout commença en Amérique du Sud, avec un peuple ancien appelé Chinchorro. D'après ce que nous savons aujourd'hui, ce peuple fut le premier à momifier ses proches défunts et suivirent cette tradition pendant environ 2000 ans avant que les Égyptiens ne commencent leur propre rituel. Certes, l'étude de ces momies permet d'en apprendre beaucoup sur les souverains de l'Antiquité, mais jusqu'à récemment, nous n'avions encore aucune idée de ce à quoi les défunts ressemblaient vraiment de leur vivant. Cependant, il n'y a pas si longtemps que cela, des peintures de momies très particulières furent découvertes par des archéologues qui étudiaient des objets égyptiens antiques. Ces portraits de momies sont des peintures très détaillées d'individus réalisés de leur vivant. Ils étaient souvent peints sur du bois, contrairement aux portraits sur toile classiques que nous connaissons tous. Ces portraits sont appréciés pour leur réalisme et leur beauté, et ont même été utilisés par des chercheurs pour diagnostiquer des maladies en les comparant aux momies correspondantes. Certains de ces portraits comportent également des représentations de bijoux, qui ont été retrouvés plus tard sur les momies. La découverte récente de ces portraits de momies en Égypte centrale revêt une grande importance, car c'est la première fois depuis plus d'1 siècle que de telles peintures sont retrouvées. Les momies sont apparues partout dans le monde de manière naturelle. En effet, la momification peut se produire sans que l'homme n'intervienne, en raison de conditions naturelles. Par exemple, des environnements extrêmement froids ou chauds, des endroits où l'oxygène manque, ou une exposition accidentelle à des produits chimiques qui préservent le corps. Les conditions que je viens de citer ne permettent pas aux bactéries de se développer, ce qui fait que le corps reste plus ou moins intact. Le célèbre Otzi est l'une de ces momies. Nous savons aujourd'hui qu'il s'agissait d'un homme ayant vécu il y a environ 5000 ans en Europe, mais lors de sa découverte dans les Alpes en 1991, les autorités autrichiennes crurent d'abord qu'il s'agissait d'un alpiniste moderne en raison de la bonne conservation du corps. Cependant, après avoir retiré l'homme des glaces du glacier, il fut établi qu'il datait en fait de l'âge du cuivre. Les égyptologues examinent depuis fort longtemps le moindre centimètre carré du site entourant la Grande Pyramide, mais ils ont pourtant négligé cette étonnante baignoire en granit rose enfouie à quelques kilomètres de là. Voici ce qu'il en est. Ce mystérieux tube ovale qui repose depuis des années à côté de la pyramide de Khéops pourrait prouver que les Égyptiens ont construit les pyramides non seulement à des fins architecturales, mais également pour produire de l'électricité, bien avant Alessandro Volta et Thomas Edison. Le plateau de Gizeh est célèbre pour ses 3 pyramides, celle de Khéops, celle de Képhren et celle de Mykérinos. Mais 2 structures plus petites se trouvent tout près, la grande excavation de Zaouiet El Aryan et la pyramide de Kaaba. Certains chercheurs affirment que ces constructions n'ont jamais été achevées, tandis que d'autres pensent qu'elles ont été détruites pour des raisons plus mystérieuses. L'une de ces raisons pourrait être liée à l'utilisation initiale des pyramides de Gizeh. On pense en effet qu'elles servaient à produire de l'électricité. Pour relier ces différents éléments, il faut remonter au début du XXe siècle. C'est à cette époque qu'un architecte et égyptologue italien nommé Alessandro Barsanti décida d'examiner la pyramide de Zaouiet El Aryan. Près du site, il remarqua quelque chose d'inhabituel, des fragments de granit éparpillés. Pour un passant ordinaire, cela aurait semblé insignifiant, mais Barsanti vit tout de suite ce dont il s'agissait. En effet, les Égyptiens de l'Antiquité utilisaient souvent ces sites pour préparer les pierres avant de les transporter vers leur destination finale. La présence de granit sur le sol l'intrigua. Le granit était un matériau plus coûteux que le calcaire généralement utilisé pour les pyramides, ce qui suggérait qu'il avait peut-être été destiné à une structure importante et cachée. À une profondeur de 21 mètres, les archéologues découvrirent peu après un énorme bloc de granit rose.
Ils poursuivirent les fouilles et mirent au jour d'anciennes inscriptions gravées dans les pierres. Ils envoyèrent les dessins à des experts, mais personne ne parvint à les déchiffrer. S'agissait-il d'instructions? C'est alors que Barsanti fit sa plus grande découverte. Il trouva une cuve ovale sculptée dans du granit rose que l'on avait poli pour lui donner un aspect miroitant. La cuve avait été soigneusement scellée. Lorsqu'ils l'ont ouverte, ils ont trouvé un mince résidu noir sur ses parois. Une substance huileuse. Cette découverte souleva de nombreuses questions dans l'esprit de Barsanti. Il ne comprenait pas pourquoi les Égyptiens de l'Antiquité avaient pris tant de précautions pour sceller et protéger cette étrange cuve. En 1911, Barsanti dut abandonner ses efforts visant à élucider le mystère de cette fosse. Cependant, ces découvertes intriguèrent les chercheurs du monde entier, qui émirent leurs propres hypothèses. L'une de ces théories modernes suggère que les pyramides auraient pu faire partie d'un ensemble plus vaste. Selon elle, la pyramide de Khéops aurait en réalité servi de pompe à eau destinée à irriguer cette région désertique. Apparemment, les chambres internes de la pyramide fonctionnaient comme un système hydraulique. Dans les années 1990, un ingénieur prit cette théorie au sérieux et étudia la chambre souterraine de la pyramide. À sa grande surprise, il trouva des traces de dégâts causés par l'eau. Il semblerait que la pyramide générait de puissantes ondes de compression, également appelées impulsions, capables de produire de l'électricité. Cela a soulevé une question importante. Les anciens Égyptiens auraient-ils utilisé les pyramides comme générateurs pour produire de l'électricité? Sur le papier, cela s'est avéré possible. Cependant, parvenir à un consensus sur la fonction initiale des pyramides est probablement l'une des choses les plus difficiles au monde. Nous ne sommes donc toujours pas sûrs à 100% de cette théorie. En dehors de cela, l'Égypte reste un terrain idéal pour l'étude du passé de l'humanité. Les scientifiques viennent de découvrir ce qui ressemble à un centre de commande cosmique, similaire à la fameuse salle que l'on voit dans les films mettant en scène Doctor Strange. Ils ont découvert un observatoire astronomique en forme de L, mesurant environ 830 mètres carrés et datant du 6e siècle avant notre ère. Il s'agit sans aucun doute du premier et du plus grand observatoire de ce type. Cette structure en briques crues abritait des instruments utilisés pour calculer les dates liées aux rites de l'Égypte antique, couronnements royaux et calendrier agricole. Cet observatoire est situé sur un site archéologique connu sous le nom de Temple de Bouto, à seulement 80 km à l'est d'Alexandrie. C'est assez impressionnant. Cette structure a été conçue de manière à ce que l'on puisse y pénétrer par une entrée orientée à l'est. Ainsi, on pouvait admirer le lever du soleil. Une fois à l'intérieur, on découvrait un cadran solaire géant, utilisé pour mesurer le temps en suivant le mouvement des ombres à l'intérieur de la salle. Ce cadran solaire mesurait près de 5 mètres de long. Ce fut une découverte passionnante. Une autre découverte intéressante faite par des scientifiques et des égyptologues fut celle de la toute première momie enceinte. Même si nous en savons désormais beaucoup sur les processus de momification, nous continuons à faire des découvertes qui nous ouvrent de nouvelles portes sur la vie des anciens Égyptiens. Il a fallu beaucoup de temps pour découvrir que cette momie était enceinte au moment de son embaumement, car elle avait été placée dans un cercueil masculin. Plus précisément, celui d'un prêtre. Les historiens affirment qu'au XIXe siècle, de nombreux marchands mélangèrent les cercueils afin de les vendre. Oui, cela signifie qu'ils les ouvraient et échangèrent les momies pour satisfaire leurs clients. Ce fut une énorme surprise, car ils espéraient en apprendre davantage sur les problèmes de santé dans l'Antiquité lorsqu'ils ont ouvert ce cercueil. Mais ils se sont retrouvés avec un autre problème sur les bras, les pratiques prénatales dans l'Égypte antique. Cette femme momifiée, qui a vécu il y a environ 2000 ans, était âgée de 20 à 30 ans lorsqu'elle est décédée. Elle a été découverte à Thèbes, et ses restes étaient incroyablement bien conservés. Vous voyez, les recettes de momification variaient à travers l'Égypte. Dans le cas de cette femme, les chercheurs ont pu déterminer qu'elle appartenait à la haute société, car elle a été enterrée avec des amulettes spéciales. Cependant, comme les méthodes de momification différaient considérablement selon les villes et les époques, il nous faut encore approfondir nos recherches afin de comprendre pourquoi elle fut embaumée avec son bébé. En parlant de momies, des scientifiques ont fouillé un lieu de repos à Saqqara, également en Égypte, et ont mis au jour 2 ateliers d'embaumement. L'un était destiné aux humains et l'autre aux animaux sacrés. Apparemment, ces ateliers remontent à environ 2400 ans.
Ils étaient équipés de lits en pierre, de pots en argile et de récipients rituels, tout ce dont on avait besoin pour momifier. Mais ce n'est pas tout. Les archéologues ont également découvert du fromage conservé dans des jarres derrière des tombes vieilles de plus de 3000 ans. Oui, du fromage. Cela montre que les anciens Égyptiens étaient également très doués pour la conservation des aliments. Ils savaient comment conserver les denrées à long terme, et pas seulement les momies. Cela nous montre qu'ils appliquaient leurs techniques de conservation aux aliments comme au corps, et nous donne un aperçu de leur impressionnant savoir-faire. Les scientifiques ont également découvert l'une des plus anciennes momies intactes d'Égypte. À leur grande surprise, elle était entièrement recouverte d'or. Les momies égyptiennes recouvertes d'or sont très rares. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que celle-ci soit la plus ancienne jamais découverte. La momie était assez bien conservée, et ils ont pu identifier les restes d'un homme riche appelé Ekashepes. De nombreux symboles témoignent de son importance, notamment le bandeau qu'il portait sur la tête et le bracelet sur sa poitrine. Il était également vêtu d'une tunique et d'une ceinture, ce qui permettait de préserver la belle apparence d'une personne après son décès. Pour le découvrir, les chercheurs ont dû ouvrir le lieu de sa dernière demeure à l'aide de mortiers. En gros, c'était comme s'ils ouvraient une machine à remonter le temps, tout comme les Égyptiens de l'Ancien Empire l'avaient fait il y a 4300 ans. Quand on y pense, c'est comme si l'on pénétrait dans une capsule temporelle. Mais, assez parlé de momies, les scientifiques ont également découvert quelque chose de très intéressant au-dessus des pyramides. Ils ont dû utiliser un instrument très sophistiqué pour cela. Le radar ionosphérique à longue portée et basse latitude, qui permet de voir des ondes invisibles loin dans le ciel. Ce radar leur a permis de découvrir d'énormes bulles flottant dans l'air au-dessus des pyramides. On appelle cela des bulles de plasma, et elles causent des ravages sur les technologies modernes. Elles peuvent en effet perturber les signaux GPS et téléphoniques dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres. Ces bulles sont immenses, parfois aussi grandes que des villes. Elles ont pour origine l'épuisement soudain des particules chargées dans l'ionosphère. Ainsi, au lieu de se répartir uniformément, elles restent agglomérées sous forme d'ondes. Il s'agit d'une découverte importante, car elle peut aider les scientifiques à comprendre comment empêcher ces ondes de perturber nos technologies. Saviez-vous que des arbres poussaient jadis au cœur du désert sec et brûlant du Sinaï égyptien? Aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est pourtant exact. Récemment, des archéologues ont mis au jour une avenue bordée d'arbres, une authentique voie verte, menant à une immense forteresse ancienne. Non, ce n'est ni un mirage, ni une illusion, née d'un esprit trop fertile, bien que le mien le soit. Cette découverte renverse complètement notre perception de la vie dans les déserts de l'Égypte ancienne. Faisons un bref retour en arrière. Le site concerné, baptisé Tel Abou Saifi, se trouve dans le nord de la péninsule du Sinaï. Longtemps considéré comme un simple recoin poussiéreux de l'histoire, on l'associait à des vestiges datant des époques ptolémaïques et romaines. Autrement dit, les siècles ayant suivi la conquête d'Alexandre le Grand et l'appropriation du territoire par l'Empire romain. Or, une récente campagne de fouilles, menée à l'initiative du ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités, a révélé bien plus qu'un avant-poste oublié. Il s'agissait d'une véritable forteresse militaire, dotée de tranchées défensives, de routes pavées, de fours à chaux, de casernes, et même de logements pour les familles des soldats. Ériger autant d'habitations en plein désert n'a rien de très accueillant, sauf si l'on se souvient de l'élément vedette du site. Cette mystérieuse avenue bordée d'arbres. Cette voie mesurait plus de 90 mètres de long sur 11 mètres de large, soit la longueur d'un terrain de football, et était pavée de dalles calcaires. De part et d'autre s'alignaient plus de 500 fosses de plantations façonnées dans l'argile. Il ne s'agissait pas d'un simple ornement. De véritables arbres y furent plantés, formant une allée ombragée menant droit à la forteresse. Imaginez-vous traverser ce corridor, sous un soleil écrasant, soudainement enveloppé par une canopée protectrice. Voilà une entrée grandiose, une sorte de tapis rouge antique, ou plutôt un tapis vert. Il ne s'agissait pas simplement d'embellir les lieux. La présence de centaines d'arbres dans ce désert, il y a plus de 2000 ans, révèle une maîtrise remarquable. Les Égyptiens de l'ère ptolémaïque n'étaient pas seulement des bâtisseurs de monuments. Ils excellaient aussi dans la gestion de l'eau. Dans une région où la pluie est aussi rare qu'un selfie avec le pharaon, ils ont réussi à faire pousser des arbres en rang serré.
Prenez un instant pour y songer. Pour réussir à irriguer autant d'arbres dans le désert, il leur fallait un système d'irrigation ou de transport d'eau remarquablement élaboré. Un dispositif capable d'acheminer et de répartir l'eau avec efficacité dans un environnement aussi hostile. Ont-ils canalisé des nappes souterraines, capté des pluies saisonnières, employé un ingénieux système d'arrosage, peut-être pas aussi sophistiqué, mais tout de même, leur avance était indéniable. Voici ce qu'il faut garder à l'esprit. Les Égyptiens avaient déjà démontré une parfaite maîtrise de la gestion des eaux. Grâce à des fossés et à un vaste réseau de canaux, ils avaient su dompter le Nil pour irriguer des terres éloignées. L'irrigation ne représentait donc pas un mystère pour eux. Leur savoir-faire était réel. Et de surcroît, le climat du Sinaï, il y a 2 millénaires, fait encore débat. Nombreux sont ceux qui estiment que cette région était autrefois plus verdoyante. Il suffit d'observer ces montagnes abruptes et ces reliefs tourmentés, semblables à des sculptures façonnées par la puissance d'anciens cours d'eau, pour soupçonner que l'eau y jouait jadis un rôle bien plus considérable. De plus, les archéologues ont mis au jour de nombreux indices attestant que les Égyptiens de l'ère ptolémaïque cultivaient fruits, vignes et arbres à grande échelle. Autrement dit, faire pousser une forêt dans le désert peut nous sembler incroyable, mais pour eux, ce n'était qu'un mardi ordinaire. À présent, cette avenue verte pousse les archéologues à s'interroger. Et si des systèmes d'irrigation semblables avaient été employés ailleurs? Par exemple, pour acheminer les immenses blocs de pierre utilisés dans la construction des pyramides. Il existe déjà une théorie selon laquelle des rivières anciennes ou des canaux artificiels auraient facilité leur déplacement. Et la découverte de Tel Abou Saifi? Eh bien, elle pourrait bien constituer la pièce manquante du puzzle. Ce n'est pas qu'un doux rêve. À l'époque, les rivières jouaient un rôle central, agissant comme les autoroutes, les réseaux énergétiques et les trains de marchandises du monde antique réunis. Les Égyptiens s'en servaient pour tout, irriguer, commercer, alimenter l'industrie et même mobiliser leurs troupes. Si une activité importante avait lieu, elle impliquait probablement un cours d'eau. Et ce n'est pas tout, la suite est encore plus surprenante. Les fouilles ont révélé d'imposantes tranchées défensives, semblables à d'anciennes douves, creusées à près de 2 mètres de profondeur autour de la forteresse. Ces fossés n'étaient pas de simples bourbiers, mais faisaient partie d'un dispositif complexe conçu pour être comblé ou enjambé par un pont afin de maîtriser les accès. On pourrait les comparer à une barrière de sécurité rétractable, sans les vérins hydrauliques. Tandis que ces tranchées protégèrent de la forteresse des intrusions, la vie y battait son plein. Comme nous l'avons mentionné, les archéologues ont découvert des logements militaires. Il semblerait que les soldats y vivaient avec leurs familles. Ainsi, cette forteresse n'était pas qu'un simple baraquement, mais une véritable communauté dynamique, avec ses repas, ses habitudes, des enfants s'amusant ça et là, et certainement beaucoup de bavardages autour de la table. En plus des aspects militaires, les chercheurs ont découvert 4 vastes fours à chaux servant à produire de la chaux vive, un élément crucial pour fabriquer le mortier de construction. Ces fours indiquent qu'à la fin de l'ère romaine, Tel Abou Saifi est devenu un centre industriel important, fournissant les matériaux nécessaires à la construction et à la réparation des bâtiments, un véritable pôle d'activité artisanale. Mais l'histoire se complique encore. Sous les routes, tranchées et fours, les archéologues ont mis au jour les vestiges d'une structure antérieure, un mystérieux bâtiment. S'agirait-il d'une 3e forteresse, encore plus ancienne, d'un cimetière oublié ou d'une cité perdue? Le mystère reste entier, mais il est clair que cette découverte ouvre une nouvelle page passionnante de recherche, l'un des rebondissements archéologiques majeurs de la décennie. Que faut-il en conclure? Eh bien, pour commencer, cela bouleverse bon nombre d'idées reçues sur la vie dans les déserts de l'Égypte ancienne. On les a longtemps considérés comme des frontières naturelles, arides, hostiles et dépeuplées. Or, cette découverte laisse penser qu'ils furent jadis verdoyants et habités. Non parce que le climat était très différent, mais parce que les Égyptiens savaient, avec un génie remarquable, soumettre la nature à leurs besoins. Ils ne se contentèrent pas de survivre au désert, ils le façonnaient. Cela relance aussi le vieux débat sur l'ingéniosité technique des anciens Égyptiens. S'ils ont pu bâtir au cœur du Sinaï une forteresse dotée de douves, de routes arborées, d'un réseau d'irrigation et d'installations artisanales, est-il vraiment invraisemblable d'imaginer qu'ils aient pu concevoir des systèmes hydrauliques pour déplacer les blocs des pyramides? Oublier la théorie des anciens extraterrestres. Distrayante, certes, mais qui nous détourne d'une réalité fondamentale, ces peuples étaient d'une intelligence remarquable. Une bonne partie de ce que nous appelons aujourd'hui technologie moderne n'est que l'héritage d'une ingéniosité antique. Et l'on ignore combien de savoirs précieux se sont perdus en chemin. Pendant ce temps, les fouilles se poursuivent. Les chercheurs entreprennent une cartographie complète de Tel Abou Saifi afin de comprendre l'agencement global du site.
Certains envisagent d'analyser le sol pour repérer d'anciennes racines, voire identifier les essences qui poussaient autrefois. Si des palmiers dattiers s'y trouvaient, par exemple, nous serions peut-être face à la plus ancienne allée de fruits secs au monde. Vous vous doutez bien que l'intérêt de ces découvertes dépasse le seul cadre de l'histoire. Elles résonnent aussi avec les défis de notre époque. Face aux dérèglements climatiques et aux canicules de plus en plus éprouvantes, il devient urgent de se demander ce que ces civilisations disparues, capables de faire fleurir le désert, pourraient encore nous enseigner. S'il fallait ne retenir qu'une chose, Tel Abou Saifi nous rappelle que la civilisation égyptienne ne se résume pas à des pyramides, des pharaons et leurs momies. Ce peuple comptait des bâtisseurs clairvoyants, des architectes du vivant et des esprits résolument pragmatiques. Ils n'attendaient pas que la nature comble leurs besoins. Ils la façonnaient selon leurs desseins. Et grâce à des trouvailles comme celle-ci, nous discernons mieux l'ampleur de leurs avancées et, disons-le, de leur impressionnante modernité. Ainsi, la prochaine fois que l'on vous décrit le désert comme un espace stérile, vous pourrez rétorquer avec aplomb qu'il y a plus de 2000 ans, en plein cœur du Sinaï, s'élevait une forteresse avec des douves, une avenue bordée d'arbres, des casernes, des ateliers, et même une structure secrète enfouie sous terre. Voilà qui remet les pendules à l'heure, d'une comprise. Et qui sait quels autres vestiges y sont encore enfouis, attendant de réécrire l'histoire. En 1850, l'égyptologue français Auguste Mariette se rendit sur la terre des pharaons en quête de manuscrits, mais tomba par hasard sur une tête de sphinx qui émergeait des dunes. Après avoir dégagé le sable, il comprit que ce sphinx marquait l'entrée d'une structure souterraine. Quelques mois plus tard, il pénétra finalement dans le Sérapéum de Saqqara. À l'intérieur, il découvrit un gigantesque sarcophage en granit, contenant les restes de 64 taureaux. Les scientifiques restent émerveillés par la technologie qu'utilisèrent les anciens Égyptiens pour déplacer ces immenses blocs. Le Sérapéum, construit vers 3000 ans avant notre ère, était une sépulture souterraine dédiée au taureau sacré Apis, vénéré dans l'Égypte ancienne. Il comportait un long corridor de près de 150 mètres, bordé de vastes salles de pierre. Certains sarcophages, pesant jusqu'à 100 tonnes, soit l'équivalent de 50 voitures moyennes, étaient réalisés avec une précision remarquable, présentant des angles parfaits de 90 degrés. Ornés de hiéroglyphes et de gravures, ces pièces détaillaient les récits et l'importance accordée au taureau Apis. Aujourd'hui, seuls 24 sarcophages subsistent. Dans l'Égypte antique, les taureaux Apis occupaient une place prépondérante en raison de leur lien avec le dieu Ptah. Ils étaient perçus comme porteurs de son esprit et de sa sagesse, tout en soutenant le pharaon et son peuple. Les prêtres identifiaient ces taureaux sacrés en recherchant des signes distinctifs. Un triangle blanc sur le front, symbole de lumière divine, une marque dorsale évoquant l'aile d'un vautour, et une forme de scarabée sous la langue, associée à la réincarnation. Lorsqu'un taureau portait ces marques, il était considéré comme élu par Ptah et traité avec vénération. Ces animaux vivèrent dans un temple dédié à Memphis, ville où l'on honorait Ptah, et bénéficièrent des soins les plus attentifs, ainsi que d'offrandes de visiteurs désireux de recevoir leur bénédiction. À leur mort, les taureaux Apis étaient momifiés et honorés avec la plus grande solennité. Lorsque Mariette pénétra dans le Sérapéum, il observa des traces de rouleaux sur le sol des galeries et découvrit 2 treuils horizontaux en bois, chacun muni de 8 leviers. Par la suite, d'autres explorateurs signalèrent la présence de doubles rails. Les chambres funéraires étaient situées à un niveau inférieur au sol du couloir. Pour positionner les sarcophages, les ouvriers remplissèrent ces chambres de sable, permettant ainsi un déplacement en ligne droite. Ensuite, le sable était progressivement retiré, abaissant doucement les sarcophages dans des emplacements parfaitement taillés dans la roche. Une inscription en pierre trouvée dans le Sérapéum mentionnait qu'à l'époque de Ptolémée II, en 247 avant notre ère, il fallait 28 jours pour placer un seul sarcophage avec son couvercle. L'incroyable précision des sarcophages, notamment leurs angles de 90 degrés, s'explique également par les avancées géométriques des anciens Égyptiens. Dès 1850 avant notre ère, ils rédigèrent des traités de géométrie, démontrant qu'ils connaissaient une valeur approximative de pi et savaient calculer le volume d'une pyramide tronquée. Ces compétences avancées en mathématiques expliquent leur capacité, 5 siècles plus tard, à sculpter des surfaces parfaitement planes. Bien que tout cela puisse sembler logique, certains pointent des incohérences. La taille des sarcophages dépasse largement celle des taureaux, alors que les pharaons étaient inhumés dans de petits cercueils, à peine adaptés à leur corps. De plus, ces sarcophages, réalisés en granit avec une précision remarquable,
auraient pu être fabriqués en calcaire, un matériau bien plus facile à travailler. Le transport de ces immenses sarcophages semble réalisable en théorie, mais reste complexe. Si une personne pouvait tirer environ 200 kilos, il aurait fallu au moins 250 personnes pour déplacer un seul sarcophage. Or, les tunnels du Sérapéum sont extrêmement étroits, excédant d'à peine 60 cm la largeur des sarcophages eux-mêmes. Il aurait été impossible que des centaines de personnes se serrent dans ces espaces confinés pour tirer les sarcophages. Et quand bien même, comment auraient-elles pu faire pivoter les blocs dans ces étroits couloirs, les abaisser dans leurs niches et les positionner parfaitement au centre? Pourtant, cela a été réalisé pas moins de 24 fois, chaque sarcophage étant impeccablement centré. De surcroît, les chambres étaient recouvertes de poussière, sans aucune trace de suie provenant des lampes, ce qui impliquerait de travailler dans une obscurité quasi totale. La fonction véritable de ces sarcophages pourrait toutefois avoir été différente. Bien avant l'ère des pharaons, les populations locales connaissaient déjà le processus de fermentation. Ce phénomène survient lorsque des micro-organismes, comme les levures, consomment des substances comme l'amidon, produisant ainsi du gaz carbonique et de l'éthanol. Il est donc possible qu'en Égypte ancienne, des aliments tels que l'orge, le pain ou même la viande aient été placés dans ces immenses coffres de pierre, puis scellés hermétiquement à l'aide de lourds couvercles. Ces sarcophages en granit, d'une précision remarquable, étaient pratiquement hermétiques, empêchant toute fuite. Lorsque la levure commençait à agir, elle générait progressivement du gaz carbonique, augmentant la pression interne. Les sarcophages, dotés d'une robustesse exceptionnelle, pouvaient supporter des pressions bien supérieures à celles des pneus de voiture. Sous l'effet de cette compression, les cristaux du granit produisaient une très faible charge électrique. Ce phénomène était possible grâce à la présence de quartz dans le granit, un matériau réactif à la pression. Par ailleurs, l'ajout de viande ou de parties animales aurait pu favoriser le développement des levures. La viande contient en effet de l'acide oléique, un élément nécessaire pour que les levures continuent de croître et résistent aux effets toxiques de l'éthanol qu'elles produisent. Ainsi, avec l'accumulation de gaz et la production d'électricité, ces sarcophages n'auraient pas uniquement servi d'anciens garde-manger, mais auraient pu être de véritables systèmes énergétiques. Au fil du temps, la pression interne devenait si élevée qu'elle pouvait repousser le couvercle, libérant le gaz avec un bruit sec. Toutefois, lorsque le Sérapéum fut redécouvert en 1850, d'anciennes peintures montrèrent que des pierres étaient empilées sur certains couvercles. Cela suggère que, dans l'Antiquité, des efforts furent entrepris pour alourdir ces couvercles afin de limiter les pertes dues à la pression interne. Ce poids additionnel permettait également aux cristaux de quartz du granit de continuer à générer davantage d'électricité sous l'effet de la pression. Si quelqu'un ouvrait l'un de ces sarcophages de pierre plusieurs millénaires plus tard, il ne découvrirait à l'intérieur que les ossements des taureaux déposés à l'origine. C'est précisément ce que Mariette a mis au jour dans les années 1850. Peu après les premières fouilles effectuées au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, le Sérapéum fut ouvert aux visiteurs. Le prince de Galles, futur Édouard VII, aurait même déjeuné avec ses invités dans l'une de ses tombes. Bien que le site ait été rendu inaccessible pendant un certain temps à cause des sables et des séismes, il est aujourd'hui de nouveau possible de le visiter afin d'en percer le mystère. Grâce aux technologies modernes, nous pourrions bientôt résoudre de nombreuses autres énigmes historiques. Une équipe de scientifiques du musée Field d'histoire naturelle de Chicago a récemment utilisé un scanner spécifique pour analyser des momies égyptiennes sans les déballer. Les chercheurs ont soigneusement transporté 26 momies sur des chariots adaptés jusqu'au parking où se trouvait le scanner. Celui-ci a pris des milliers de clichés radiographiques détaillés de chaque momie et de leur cercueil. En regroupant toutes ces images, ils ont pu créer des modèles 3D révélant l'intérieur des momies, y compris les squelettes et certains artefacts. Ces images devraient permettre aux archéologues de mieux comprendre les pratiques funéraires égyptiennes, remontant à plus de 3000 ans. Bien que la phase de numérisation ait été réalisée en seulement 4 jours, l'analyse complète des données pourrait prendre jusqu'à 3 ans. Les chercheurs ont néanmoins déjà pu découvrir quelques détails personnels sur certaines momies. L'une des figures momifiées les plus célèbres du musée est Chenet Aa, une aristocrate ayant vécu dans l'Égypte ancienne il y a environ 3000 ans. Elle serait décédée à la fin de sa trentaine ou au début de sa quarantaine. Les embaumeurs avaient inséré du rembourrage dans son cou pour éviter qu'il ne s'affaisse, garantissant ainsi que son corps demeure intact à travers les âges.
Ils avaient également placé des yeux artificiels dans ses orbites, afin qu'elle conserve une apparence complète dans l'au-delà. Elle avait